Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Survivre d'un chagrin d'amour. Texte et narration, Yvon Dallaire. Introduction. Les réalités des chagrins d'amour. Nul n'est à l'abri d'un chagrin d'amour, peu importe son âge, sa situation socio-économique, la durée de sa relation ou l'intensité de son désir de réussir son couple. Peu importe aussi que la relation soit basée sur un coup de foudre ou sur une connaissance réelle de soi-même et du partenaire. Les statistiques communiquées par l'Organisation mondiale de la santé sur les relations conjugales officielles démontrent un taux de séparation qui ne cesse de croître. De 5% qu'il était en 1890, le taux de divorce est passé à 50% pour les couples mariés depuis 1970 et semblerait atteindre les 65% pour les couples mariés depuis 1990. À moins d'un retournement drastique de la situation et à cause de l'espérance de vie qui ne cesse de s'allonger, le pourcentage de couples unis pour la vie et heureux ne devrait pas dépasser les 20%. Les démographes croient qu'il faut augmenter d'au moins de 10% le taux de séparation des couples en union de fait, non statistiquement répertorié par l'OMS. Dans les grandes villes comme Paris, Genève, Bruxelles ou Montréal, le taux de personnes vivant seules dépasse les 35% et atteint facilement les 40% et même parfois 45%. Ce groupe désolé est constitué certes de jeunes célibataires, n'ayant pas encore vécu de relations amoureuses, et de célibataires endurcis qui ne veulent pas hypothéquer leur liberté, mais il est surtout constitué de personnes veuves, divorcées ou séparées, qui, toutes, ont vécu un ou plusieurs chagrins d'amour. Certaines personnes sont à l'origine de la séparation, je les appelle les initiatrices, dans ce qui va suivre. Les autres subissent la décision des premières, je les appelle les abandonnés. Toute rupture, décidée ou subie, comporte des réactions à la fois physiques, psychologiques, affectives et comportementales qui peuvent rapidement ou très difficilement être surmontées. L'initiatrice vivra les moments les plus déchirants avant de prendre et d'annoncer sa décision, alors que l'abandonné les vivra après l'annonce du partenaire de mettre fin à la relation. Il arrive parfois que les deux partenaires décident d'un commun accord de mettre fin à leur relation, mais c'est plutôt rare. Les réactions, quoique semblables, sont toutefois atténuées et plus rapidement évacuées. Et le deuil est plus vécu en parallèle que l'un après l'autre. Ces réactions peuvent aller d'une simple tristesse devant la fin d'un projet de vie à une véritable douleur morale, remplie de désespoir et d'anxiété, pouvant mener au suicide ou pire encore, au meurtre suivi d'un suicide. C'est ce qu'on appelle un familicide. L'intensité de ces réactions dépend généralement du type de personnalité et de la durée de la relation. Elle dépend aussi de l'expertise de la personne qui quitte ou qui est quittée. Une troisième séparation risque d'être moins traumatisante que le premier chagrin d'amour, quoique une nouvelle séparation puisse augmenter le sentiment abandonnique de la personne qui quitte ou est quittée et instaurer un sentiment d'échec relationnel difficile à gérer. Certains psychologues parlent même d'un burn-out amoureux dans ces conditions-là. Les ruptures sont nécessairement des moments de souffrance, mais elles sont aussi des moments privilégiés de croissance, apportant des changements certes radicaux, mais stimulants, ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience. La résilience est définie comme la capacité de prendre acte du traumatisme, la rupture, afin de sortir de la dépression consécutive pour survivre et souvent mieux vivre. Et selon les paroles de Nietzsche, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Certaines personnes ne se relèvent jamais d'une rupture, décidée ou subie. D'autres préfèrent le chagrin à l'oubli. La plupart réussissent à s'en sortir et à grandir malgré ou grâce aux souffrances liées à la séparation. C'est ce que j'appelle un moment critique. C'est un moment privilégié de croissance ou de décroissance, dépendant de la façon dont on va aborder la situation critique. Dans ce livre audio, nous aborderons les différents aspects d'un chagrin d'amour, les moments critiques plus propices aux séparations, les étapes du deuil consécutif à la séparation, les relations toxiques auxquelles il faut mettre fin, les réactions émotives de l'initiatrice et de l'abandonné, les 3 dimensions impliquées dans une rupture et finalement les stratégies à utiliser pour se sortir plus rapidement d'un chagrin d'amour.
Les moments critiques. La vie de couple est tout, sauf un long fleuve tranquille. De nombreux moments critiques parsèment l'évolution conjugale et les sources de conflits insolubles ne manquent pas, y compris chez les couples heureux à long terme. Contrairement à la croyance populaire, ils se marièrent, eurent aujourd'hui 2 enfants et vécurent heureux. La réalité est plutôt que le couple est fait pour générer des crises que les 2 conjoints doivent apprendre à surmonter ou du moins à gérer lorsqu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Hommes et femmes, tout comme Frédéric Beigbeder le fait dans son roman « L'amour dure 3 ans », confondent amour et passion. Il aurait été plus juste d'intituler ce livre « La passion dure 3 ans ». Quoique la passion puisse être à l'origine de l'amour, il existe des différences fondamentales entre ces 2 états. L'amour, c'est ce qui se développe ou non au fur et à mesure que l'on apprend à connaître l'autre. La passion, c'est cette attirance irrésistible, faite de sensations intenses qui ne peuvent que s'atténuer avec le temps. Alors que l'amour est un sentiment englobant la douceur, la tendresse, l'admiration et l'amitié, lesquels stimulent l'attachement, la passion est une émotion envahissante, incontrôlable, irraisonnée et irréaliste qui conduit rapidement à la dépendance, comme le fait toute drogue. En fait, les passionnés, on devrait plutôt dire qu'ils sont des drogués. Ce n'est d'ailleurs pas sa raison si les symptômes d'un chagrin d'amour ressemblent étrangement aux symptômes du manque qu'on observe lors d'une cure de désintoxication. On pourrait dire que la passion cimente la relation au début, mais comme le ciment a tendance à prendre l'eau, que c'est la connaissance de soi et de l'autre qui la nourrit et la fait durer en transformant la passion en amour, ou non. Le premier amour. Le premier amour est presque inévitablement source du premier chagrin d'amour. Rares sont les couples à long terme formés à partir du premier amour, même si le souvenir du premier amour restera gravé pour toujours. Certains de ces chagrins d'amour ont pu avoir lieu aussitôt que 6-7 ans ou que 12-14 ans au moment des premiers émois sentimentaux ou sexuels. Le suicide d'enfants et de préadolescents est plutôt anecdotique, mais le suicide constitue la 2e cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans et nombre de ces suicides sont reliés à un chagrin d'amour, surtout chez les garçons. Le chagrin d'amour n'est pas toujours la cause du suicide, mais constitue un facteur déclenchant très fréquent. C'est dire l'importance du premier amour et l'intensité de la souffrance émotive que peut provoquer un rejet sentimental. Il ne faudrait donc pas que les parents sous-estiment les amours de leurs adolescents et adolescentes. La plupart des jeunes survivent heureusement à leur premier chagrin d'amour et repartent rapidement à la recherche d'un autre partenaire. Ce premier amour influence toutefois fortement la suite de leur vie amoureuse si les jeunes n'apprennent pas, grâce à ce premier chagrin d'amour, à faire la différence entre le fantasme et la réalité et à cesser de croire à une âme sœur spécialement conçue pour eux et qui les attend impatiemment quelque part. La perte de l'illusion de l'âme sœur constitue en soi un chagrin d'amour qu'il faut nécessairement vivre pour avoir accès. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.